Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode énergétique que je pratique couramment, le Reiki. Mais qu'est-ce que le Reiki? À quoi peut-il bien servir? Est-il sûr? Pour répondre à ces questions, écoutez cette vidéo. Comment pourrait-on définir le Reiki? Eh bien, le Reiki est une méthode de thérapie corporelle par imposition des mains sur différentes parties du corps, les centres d'énergie, redonnant ainsi l'énergie vitale à tous les organes. C'est une pratique de transfert d'énergie qui permet d'aider les autres et de s'aider soi-même. Reiki est composé de deux termes, Rei et Ki. Rei signifie âme, esprit, universel, don. Rei correspond donc à l'énergie universelle du vivant, présente en toute chose. Ki, c'est l'esprit, le sentiment, le souffle de vie, l'énergie. Le Ki correspond à l'énergie interne de chaque être vivant. Reiki est donc l'énergie universelle de vie. Mais qu'est-ce que cette énergie? Il faut commencer par faire la différence entre le Ki et le Reiki. Qu'est-ce que le Ki, ou Chi en Chine? Pourquoi parler d'énergie dans le corps humain? Une excellente définition d'énergie est donnée par la physique. L'énergie est la capacité à produire un travail. Et nous avons tous expérimenté le fait de se sentir sans énergie et dans l'incapacité de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que l'énergie? C'est un mot venant du grec energia, traduction du Ki des taoïstes. Il ne s'agit pas de l'une des formes d'énergie électrique, électromagnétique, nucléaire, calorique ou mécanique mesurées par les sciences physiques, mais plutôt d'une force en action. Dans notre approche de l'énergie, on reconnaît que le corps humain utilise différentes formes d'énergie pour les communications internes, lesquelles maintiennent et organisent les systèmes vivants et font fonctionner certains processus tels que la perception, la digestion, la circulation et le mouvement. En quelques dizaines d'années, les scientifiques sont passés de la conviction que les champs énergétiques à l'intérieur et autour du corps étaient de la pure science-fiction à l'absolue certitude qu'ils existaient réellement. Ainsi, la découverte par Einthoven du champ électrique cardiaque et l'invention de l'électrocardiogramme ont montré que le cœur est la source d'un important champ électrique. Les champs électriques d'autres organes sont utilisés à des fins diagnostiques. Ceci inclut l'électromyogramme et l'électroencéphalogramme. Ces champs énergétiques peuvent être altérés, ils interviennent alors dans les états de santé et de maladie. Nous sommes bien plus qu'un corps physique. Il faut également introduire la notion d'énergie psychique qui, à travers les émotions, met le corps en mouvement. Elle permet de faire le lien entre la matière, le corps et la pensée. Ces manifestations sont multiples, tantôt physiques, tantôt psychiques. Cette énergie correspond à nos intentions, nos pensées, nos émotions, nos actions. L'influx nerveux, la circulation sanguine, la communication entre les cellules, les réactions chimiques entre les molécules, les collisions ou attractions entre les particules. Ceci pourrait expliquer pourquoi un blocage de l'énergie crée un inconfort physique et un stress psychologique pouvant conduire à la maladie. À ces deux énergies physiques et émotionnelles, il faut ajouter l'énergie mentale. Elle concerne la clarté d'esprit, la concentration et la capacité cognitive. Il y a également l'énergie spirituelle. Elle est liée à la connexion avec soi-même, les autres et l'univers. Cette énergie correspond au Ki, qui régule l'énergie du corps humain. Mais alors, qu'est-ce que le Reiki? Depuis Einstein et la découverte de la physique, il est prouvé que toute chose existante est avant tout énergie. La seule différence entre les objets physiques, tables, chaises et voitures, et l'énergie cachée, bruit, lumière, ondes, sondes, radio, c'est qu'elle vibre à des fréquences et des niveaux différents. La science a démontré qu'une énergie invisible circule dans l'atmosphère et relie tous les objets vivants entre eux. Le Reiki est la mise ou la remise en contact avec cette énergie universelle et de notre propre force vitale, le Ki, dans le but d'éveiller un processus dynamique de guérison. Dans une séance de Reiki, le praticien canalise l'énergie universelle et la transmet en imposant ses mains sur différentes parties du corps. Comment peut-on caractériser le Reiki? Le Reiki peut être caractérisé par 4 propriétés uniques.
Premièrement, la capacité d'utiliser le Reiki est donnée par une initiation ou harmonisation et n'est pas le résultat d'une longue période de méditation ou d'une longue pratique d'exercice. En second, la technique Reiki est transmise par un enseignant à un élève selon un processus d'initiation. Le Reiki ne s'apprend donc pas, il se transmet du maître à l'élève. Lors du stage, l'enseignement donne quelques notions théoriques que l'on peut apprendre facilement ou même trouver dans des livres. En revanche, on n'apprend pas à canaliser l'énergie Reiki. Cette capacité nous est octroyée par un processus d'initiation. Une personne peut lire tous les livres sur le Reiki qui existent. Elle peut tout mémoriser parfaitement, mais elle ne pourra toujours pas pratiquer parce qu'elle n'aura pas reçu les initiations. Troisièmement, le Reiki ne nécessite pas de guider l'énergie avec l'esprit. Le Reiki est guidé par un pouvoir supérieur qui sait quelle vibration, quelle combinaison vibratoire est nécessaire et comment il doit agir. Et quatrièmement, le Reiki n'a pas d'effet nocif. On ne transmet pas sa propre énergie. On ne peut pas influencer cette énergie. On ne peut pas transmettre quelque chose de négatif. Et chacun de nous peut devenir un canal Reiki. Aucune compétence, préparation spéciale ni diplôme ne sont nécessaires. Le Reiki est notre droit de naissance. Une fois initiée, la personne reste un canal Reiki tout au long de sa vie, même si elle ne l'utilise pas. Bien entendu, une pratique régulière approfondit notre compréhension de la force de vie universelle. Aucune philosophie ni religion n'est attachée au Reiki. Il est pure énergie. Comment se passe une séance de Reiki? Une séance de Reiki typique se déroule généralement dans un environnement calme et apaisant. Le receveur s'allonge, habillé sur une table de massage, pendant que le praticien place ses mains sur ou au-dessus du corps en suivant une série de positions spécifiques. Chaque position est maintenue pendant quelques minutes. Le praticien peut également associer une musique douce et de l'encens s'il en ressent le besoin. Et maintenant, quelle est l'histoire du Reiki? Le Reiki a été découvert par Mikao Usui. Sa personne est entourée d'un brouillard mystique et nous ne savons encore que très peu de choses à propos de sa vie. Nous savons qu'il est né le 15 août 1865 dans le village de Taniae. Je suis pas sûre de la prononciation. Il avait 2 frères et une sœur. Il est né dans une société organisée sur un système de classes. Il faisait partie de la classe des privilégiés. À sa naissance, les gens du peuple n'avaient pas de nom de famille, un luxe qui ne leur fut accordé qu'à partir de 1870. La famille de Mikao Usui était une famille de samouraïs Hatamoto, un haut rang parmi les samouraïs. Et même si les samouraïs étaient interdits à l'époque, une tradition de plusieurs centaines d'années ne s'oublie pas du jour au lendemain. Pendant son enfance, il a étudié auprès des moines bouddhistes Tendai et appris les arts martiaux, pratique normale pour un enfant de sa classe sociale. C'était un élève assidu, un lecteur avide. Il était intéressé aussi bien par la médecine que par l'histoire, la psychologie, les écritures bouddhistes et chrétiennes, le taoïsme et même les arts divinatoires et la physionomie. Il a reçu une éducation religieuse habituelle à l'époque, shintoïste et bouddhiste. En résumé, l'apprentissage spirituel et énergétique de Mikao Usui a été grandement influencé par 4 voies principales: le shintoïsme, le bouddhisme, les pratiques samouraïs et le shogundo. Et le shogundo, c'est une tradition spirituelle millénaire japonaise où la relation entre l'homme et la nature est primordiale. Alors le temps passe et Mikao Usui voyage, Japon, Chine, Europe. Il continue son éducation, médecine, psychologie, religion, développement spirituel. Il se marie, il a 2 enfants. Alors qu'il était marié, il est devenu prêtre Tendai. En restant un membre laïque de cette branche du bouddhisme, il a pu continuer à vivre en famille. Son éducation et son esprit très organisé l'ont aidé à obtenir le poste de secrétaire dans le département de santé et affaires sociales. Il rencontre ainsi de nombreuses personnalités influentes au Japon. Ses contacts lui ont permis de développer ses affaires et il est devenu un excellent homme d'affaires. Mais après un mauvais virage, il décida de faire une méditation bouddhiste qui s'appelle la méditation de la repentance du lotus. C'est une méditation très complexe qui dure 3 semaines. Il choisit comme lieu de méditation la petite montagne Karuma au nord de Kyoto, reconnue pour ses propriétés énergétiques très particulières. Donc pendant 3 semaines, Mikao Usui médite, jeûne, prie. Une des méditations qu'il a sans doute exercées consistait à se tenir sous une petite chute d'eau artificielle en laissant le flot d'eau se déverser sur sa tête. Le but est de purifier et d'ouvrir le chakra coronal. Vers la fin de sa retraite, en mars 1922, un flot d'énergie spirituelle puissante l'a pénétré par le sommet de sa tête. Il a reçu un satori, une illumination.
Cette lumière était l'énergie Reiki qui venait à lui sous forme d'une initiation. Le Satori est un moment, un état hors du temps, hors de l'espace. La vie d'une personne qui a eu un Satori change totalement. Donc en rentrant chez lui, Mikao Ushui sent qu'une énergie nouvelle passe dans ses mains. Il est très confus. De son point de vue, il ne peut pas s'agir de l'énergie universelle, du Ki. Mikao Ushui sait parfaitement utiliser le Ki, mais ce qu'il ressent maintenant est très différent de ce qu'il connaît. Il ne peut pas manipuler cette énergie ni lui imposer sa volonté. Il commence à appliquer ses mains sur son propre corps et se rend rapidement compte que cela lui fait du bien et qu'il se sent de mieux en mieux. Il pratique sur les membres de sa famille et cela aussi leur fait du bien. Donc, malgré le fait qu'il ne comprend pas et qu'il ne maîtrise pas cette énergie, il comprend qu'elle est hautement bénéfique pour tous. En 1922, il crée à Tokyo un centre de soins, Ushui Reiki Ryoko Gakkai, ou en français, méthode Ushui de guérison par l'énergie spirituelle. Il commence à enseigner et à donner toute une série de traitements Reiki. Ensuite, il développe son apprentissage en 6 niveaux ou degrés. Mikao Ushui est décédé le 9 mars 1926 d'une attaque cérébrale. Entre son Satori et sa mort, il a initié plus de 2000 personnes. Parmi ces 2000 personnes, près de 70 ont fait un 2e degré et parmi ces 70, 19 ont reçu la maîtrise. Il est important de remarquer que Mikao Ushui ne visait pas à enseigner un système de guérison, mais il a voulu écrire une méthode simple aux gens leur permettant de se reconnecter à leur spiritualité innée dans un Japon où les valeurs de la société traditionnelle avaient commencé à se désagréger. Il n'avait jamais eu l'intention de créer un système de guérison qui allait se répandre dans le monde entier. La guérison par imposition des mains n'était qu'un aspect de ses idées d'origine dans un système holistique, capable de conduire le disciple vers une voie menant à l'éveil. L'organisation qu'il a fondée, le Ushui Reiki Ryoko Gakkai, a continué à fonctionner après sa mort. Il en a été le premier président. Par la suite, les présidents se sont succédés pour des périodes plus ou moins longues. Et aujourd'hui, l'organisation en est à son 7e président. Parmi les élèves arrivés au niveau de la maîtrise, il y avait un médecin officier de la marine impériale, le docteur Hayashi. À la mort de Mikao Ushui, il décide de partir et de fonder sa propre école qu'il appelle le Centre Hayashi de recherche sur l'énergie spirituelle. Il conserve des archives très détaillées de tous ses traitements. Il développe sa propre méthode de Reiki, qui comprend des positions particulières des mains pour le traitement des diverses maladies. Il dispensa beaucoup de traitements à des personnes non initiées. Il connaît un très grand succès et de plus en plus de gens viennent à lui. En 1935 arrive à cette clinique une dame appelée Madame Takata. Madame Takata est née le 24 décembre 1900 sur l'île de Kauai, à Hawaï. Elle commença à travailler dans les plantations de canne à sucre. Elle épouse un comptable d'une des plantations. Elle donne naissance à 2 enfants. Mais son mari meurt en 1930. Et Madame Takata dut élever seule ses 2 enfants, travaillant dans des plantations de canne à sucre pour nourrir sa famille. Le travail était très dur. Et au bout de 5 années, elle se mit à souffrir de maladies pulmonaires, de maux d'estomac. Elle fit même une dépression nerveuse. Elle est tellement pauvre qu'elle n'a pas d'argent pour aller voir le médecin. Et ne se soignant pas, elle est de plus en plus malade. Elle se retrouve dans un cercle vicieux et n'arrive pas à régler ses problèmes. Un jour, sa sœur, qui habite également à Hawaï, décède. Et selon la tradition de l'époque, Madame Takata doit porter en personne la nouvelle du décès de sa sœur à ses parents. Elle vend donc son seul bien, sa petite maisonnette, pour pouvoir payer le billet de bateau et elle part au Japon rejoindre ses parents. Elle espère secrètement trouver là-bas une solution à ses problèmes de santé. Et c'est exactement ce qui se passe. Ses parents l'aident à aller voir un médecin qui lui trouve des calculs biliaires, un début d'appendicite et surtout une tumeur dans le ventre. Alors, le médecin commence à la préparer pour l'opération. Sauf que l'univers intervient. Madame Takata entend 3 fois une voix qui lui dit « L'opération n'est pas nécessaire ». Elle finit par prendre cette voix au sérieux et demande à son médecin s'il n'y a pas une autre façon de la guérir que l'opération. Et à sa grande surprise, le médecin lui parle d'une méthode différente, énergétique, et l'envoie vers le docteur Hayashi. Elle va à la clinique d'Hayashi et elle reçoit du Reiki pendant 40 jours de la part de 2 personnes simultanément. Et quand au bout de 40 jours, elle retourne voir son médecin, elle n'a plus rien. Pas d'appendicite, pas de calcul biliaire, pas de tumeur dans le ventre. Elle n'a vraiment plus rien. Bien sûr, elle est plus qu'impressionnée. Elle retourne tout de suite au centre Hayashi et lui dit « Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je vais apprendre et faire comme vous. » Hayashi lui dit « D'accord, sois la bienvenue. » Et elle commence l'apprentissage du 1er degré. Pendant l'année qui suit, elle travaille dans la clinique d'Hayashi le matin et l'après-midi. Elle fait ses soins à domicile à des gens qui ne peuvent pas se déplacer.
Au bout d'un an, elle reçoit son 2e degré et décide alors de rentrer chez elle à Hawaï, où elle ouvre son propre cabinet. Elle a un très grand succès. Elle disait toujours « Ce que je fais, ce n'est pas un don, j'ai appris à le faire. Je ne suis qu'un canal, toute personne peut faire cela. » Les gens ont alors voulu apprendre eux aussi. C'est pourquoi en 1938, elle invite Hayashi à Hawaï pour initier tous ces gens. Par la même occasion, le docteur Hayashi donne à Madame Takata l'initiation à la maîtrise et elle devient ainsi un maître Reiki. Hayashi et Takata s'entendent tellement bien qu'ils démarrent une importante collaboration professionnelle. Jusqu'au jour où Hayashi décide de se suicider. Était-il accusé d'espionnage et voulait-il laver son honneur ou ne désirait-il pas participer à la guerre? On ne sait pas. La guerre commence. Madame Takata est à Hawaï, mais d'origine japonaise, elle a peur d'avoir des ennuis, même d'être déportée. Donc elle se cache. Vers 1950, Madame Takata recommence à donner des traitements et des initiations. Puis elle arrive sur le continent américain et initie de plus en plus. Elle se met à voyager et initie de par le monde. Se croyant le dernier maître Reiki à rester en vie, elle initiera à la maîtrise 22 maîtres de Reiki. Elle meurt en décembre 1980 d'une crise cardiaque. Ces 22 maîtres se rencontrent en 1981 et 1982 et décident de fonder une organisation de soutien réciproque qu'ils appellent l'Alliance de Reiki. Comme toute organisation, il faut des règles et un président. Les désaccords sont apparus, règles trop dures, trop strictes, trop rigides. Le président ou grand maître n'eut pas l'aval de tous les membres. Certains maîtres sont devenus membres de l'Alliance, alors que d'autres se sont déclarés maîtres de Reiki indépendants. Indépendants par rapport à cette association, l'Alliance. Dès 1982, le Reiki se développe à vive allure. Des 22 maîtres Reiki formés par Madame Takata, il y a actuellement de par le monde quelques centaines de milliers de maîtres Reiki, peut-être même plus. Pendant ce temps, le Reiki a vécu un phénomène de diversification. Certains maîtres ont ajouté des symboles, de nouvelles techniques, l'utilisation des pierres, des cristaux, des couleurs, etc. Et pour plus de clarté, ils ont ajouté un mot au nom du Reiki. On propose le Reiki Plus, le Reiki élargi, le Reiki Karuna. Il existe de par le monde actuellement de nombreuses branches de Reiki. Et tout va bien tant que l'on respecte l'esprit du Reiki Ushui. Le Reiki est un phénomène énergétique totalement indépendant de nos croyances en tout genre, de l'âge, du sexe, de la religion, des études, de la profession. Ces derniers n'influencent en rien son efficacité. Il faut savoir que lorsqu'elle a repris son activité après la guerre, Madame Takata a apporté des changements au Reiki pour qu'il soit plus accessible et acceptable aux Américains de l'époque. Elle a donc un peu simplifié l'enseignement Reiki, a supprimé beaucoup de techniques et a aussi changé son histoire. En effet, avec pour toile de fond le conflit de la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas possible que Madame Takata introduise aux États-Unis un système d'origine japonaise. Elle contourna cette difficulté en adaptant la situation, le contenu des enseignements de Mikao Ushui qu'il exigeait. Il est difficile de nos jours de vérifier l'authenticité de la plupart des informations qu'elle a transmises. Nous savons juste avec certitude qu'une partie était fausse. Elle disait ainsi que Mikao Ushui avait été moine chrétien et qu'il était doyen de l'université de Toshiba de Kyoto. C'étaient deux éléments extrêmement importants. Moine chrétien, du point de vue des Américains, c'était acceptable. Il était comme eux, chrétien. En réalité, lorsque Mikao Ushui est né, la religion chrétienne était interdite au Japon. Les doyens de l'université Toshiba de Kyoto montrent une bonne situation sociale parfaitement respectable. Il aurait même enseigné à la faculté de Chicago. Dans les années 1993-1994, certaines personnes ont commencé peu à peu à faire des recherches. On a ainsi su que Mikao Ushui n'avait jamais été à l'université de Chicago, ni à celle de Kyoto d'ailleurs. On n'avait aucune information. Certains commençaient même à se demander si Mikao Ushui avait réellement existé. La réponse est venue grâce à Frank Arjava Peter. C'est un maître Reiki allemand, marié à une japonaise et établi au Japon. Il a découvert la tombe de Mikao Ushui. À côté de sa tombe, une grande stèle funéraire sur laquelle sont gravés beaucoup de détails de sa vie. Il partage ses découvertes dans un livre appelé Feu de Reiki. D'autres découvertes sont communiquées dans son second livre, Reiki, le legs du docteur Ushui. De plus, on lui a fait cadeau d'un ancien manuscrit en vieux japonais. C'était le manuel de Reiki que Mikao Ushui donnait à ses élèves. En suivra le troisième livre de Frank Arjava Peter, le manuel originel de Reiki de Mikao Ushui.
Grâce à ce travail, nous avons appris non seulement l'histoire du Reiki, mais notre pratique a été complétée en reprenant toutes les techniques que Madame Takata avait supprimées. Et quels sont les bienfaits du Reiki? En France, aujourd'hui, le Reiki n'est en aucun cas une technique de soin. Par contre, on peut lui reconnaître plusieurs avantages, tant sur le plan physique qu'émotionnel et spirituel. Voilà quelques raisons courantes pour lesquelles les gens choisissent de pratiquer ou de recevoir des séances Reiki. En premier, il y a la réduction du stress et de l'anxiété. Le Reiki est connu pour induire un état de relaxation profond, aidant ainsi à réduire le stress et l'anxiété. La relaxation favorise une sensation de calme et de bien-être. En deux, soulagement des douleurs. De nombreuses personnes utilisent le Reiki pour soulager des douleurs chroniques ou aiguës. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas très bien compris, les praticiens et les receveurs rapportent souvent une diminution des niveaux de douleur. 3. Amélioration du bien-être émotionnel. Le Reiki peut aider à libérer des blocages émotionnels et à harmoniser les émotions. Les receveurs rapportent souvent une amélioration de leur humeur et une diminution des sentiments de dépression ou de tristesse. En 4. Soutien à la guérison physique. Bien que le Reiki ne remplace pas les traitements médicaux conventionnels, il peut être utilisé en complément pour soutenir la guérison. Les receveurs peuvent ressentir une accélération de leur rétablissement après des maladies ou des interventions chirurgicales. 5. Équilibrage des énergies. Le Reiki vise à rétablir l'équilibre de l'énergie vitale dans le corps, ce qui peut favoriser un sentiment de bien-être général et prévenir les maladies. 6. Développement spirituel. Pour ceux qui s'intéressent à la croissance spirituelle, le Reiki peut offrir une voie vers une plus grande conscience de soi, une connexion spirituelle accrue et un sens plus profond de la paix intérieure. 7. Amélioration du sommeil. Beaucoup de receveurs rapportent une amélioration de la qualité de leur sommeil après des séances de Reiki, probablement en raison de la réduction du stress et de la relaxation profonde. Pourquoi apprendre à pratiquer le Reiki? Pour être autonome dans le bien-être. Apprendre le Reiki permet de pratiquer l'auto-guérison et de gérer son propre stress et ses émotions de manière autonome. Mais aussi on peut aider les autres. Les praticiens de Reiki peuvent utiliser leurs compétences pour aider leurs proches, leurs amis ou même offrir des séances professionnelles pour aider les autres à améliorer leur bien-être. Et puis, c'est un complément à d'autres pratiques. Pour les professionnels de santé, les thérapeutes ou les praticiens de médecine alternative, le Reiki peut être un complément précieux à leurs compétences existantes. Mais il y a aussi une croissance personnelle et spirituelle. Apprendre le Reiki peut être une partie d'un cheminement personnel vers une plus grande compréhension de soi, une connexion plus profonde avec le monde spirituel. Quelles sont les critiques et controverses du Reiki? Le Reiki, comme de nombreuses pratiques de guérison alternative, est sujet à diverses critiques et controverses. Voici quelques-unes des principales critiques adressées au Reiki. En 1, il y a le manque de preuves scientifiques. Les détracteurs du Reiki soulignent souvent le manque de preuves scientifiques solides pour soutenir ces affirmations, bien que certains receveurs apportent des bénéfices subjectifs. Les études contrôlées et les essais cliniques rigoureux sont rares et souvent inconclusifs. Beaucoup de critiques considèrent les effets positifs rapportés par les praticiens et les receveurs comme étant principalement dus à l'effet placebo. Cela signifie que les améliorations ressenties pourraient être le résultat de la croyance en l'efficacité du Reiki plutôt que dans un mécanisme de guérison inhérent. En 2, il y a un problème de validation. Les effets du Reiki sont souvent subjectifs et difficiles à mesurer de manière objective. Les sensations de chaleur, de picotement ou la relaxation rapportée par les receveurs peuvent varier considérablement et être influencées par des facteurs psychologiques et environnementaux. En 3, il y a le manque de méthodologie standardisée. La pratique du Reiki peut varier considérablement d'un praticien à l'autre, rendant difficile la reproduction et la validation des résultats. L'absence de normes strictes et uniformes complique l'évaluation scientifique de son efficacité. Il existe également d'autres critiques que l'on peut appeler éthiques et professionnelles. Ainsi, il y a le risque de dépendance du receveur, qui ne doit pas pour autant négliger les soins médicaux et conventionnels. Il est important que le Reiki soit utilisé comme complément aux traitements médicaux traditionnels et non pas comme un substitut.
Mais il y a également la formation et la certification. La formation en Reiki varie grandement avec des programmes allant de quelques jours à plusieurs mois. L'absence de régulation stricte et de certification reconnue peut conduire à des praticiens mal formés, ce qui pose des questions sur la qualité des soins prodigués. Que pense la communauté scientifique du Reiki ? La communauté scientifique conventionnelle reste largement sceptique vis-à-vis du Reiki en raison du manque de preuves empiriques. De nombreux professionnels de santé considèrent le Reiki comme une pseudo-science. Par contre, en Europe, la vision est différente. Le Reiki est pratiqué par des personnes de divers horizons, y compris des professionnels de la santé et des thérapeutes holistiques, ainsi que des individus cherchant des méthodes alternatives de guérison. Dans certains pays européens, le Reiki a été intégré dans les services de santé, notamment dans les hôpitaux et les cliniques de soins palliatifs. Par exemple, aux États-Unis, certaines institutions de santé offrent des séances de Reiki pour aider à la gestion de la douleur et à la réduction du stress. Comment se forme-t-on au Reiki ? En France, la formation est assurée soit par des centres, soit par des maîtres enseignants indépendants. Selon les écoles, il y a 3 ou 4 niveaux d'enseignants, du niveau débutant au niveau maître. Les programmes varient en durée, en intensité. Certains programmes sont structurés, d'autres plus informels. Certaines formations se font en individuel, d'autres en collectif. Et la réglementation dans tout ça. La régulation du Reiki varie d'un pays à l'autre. Dans certains pays, il existe des associations professionnelles qui définissent des normes de pratique et de formation, tandis que dans d'autres, la pratique est moins réglementée. En France, il existe un syndicat et une fédération, mais les enseignants Reiki sont libres d'y adhérer ou pas. Je vais maintenant vous dire ce que je pense du Reiki. Le Reiki est une méthode douce et efficace. C'est une super technique de relaxation, même si on ne sait pas lui donner de réelles explications scientifiques. Il faut tester pour se rendre compte. Mais c'est bien plus que cela. C'est un super moyen de se reconnecter avec son moi profond. C'est la possibilité de développer sa spiritualité et ses capacités. En douceur, à son rythme. Le Reiki, pour moi, c'est une porte qui ouvre vers qui vous êtes vraiment. Vous êtes peintre, eh bien votre peinture va exploser. Vous êtes thérapeute holistique, eh bien votre pratique et vos ressentis vont considérablement augmenter. Vous êtes stressé, vous apprenez à prendre du recul et à relativiser. Donc, vous ne savez pas où le Reiki peut vous emmener, mais vous pouvez être sûr que c'est le bon chemin pour vous. Le Reiki n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une grande aventure. Alors, n'hésitez surtout pas à franchir le pas et à faire une initiation pour découvrir cette merveilleuse énergie et ouvrir la porte de votre destin. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires, à nous poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne Callisto. À bientôt.